Alors ce matin, j'avais abordé la notion d'eugénisme hygiéniste. Alors c'est pour une terminologie qui m'était venue à l'esprit il y a quelques années, quand j'avais réfléchi sur les notions de toute sélection génétique, notamment des embryons, et aujourd'hui, ce qui est passé comme loi, la gestation pour autrui, etc. Donc avec une possibilité de voir le code génétique ou de décrypter la qualité des spermatozoïdes ou des ovocytes, et de faire de l'eugénisme, clairement. Ce qui nous renvoie, ce mot-là, à des heures pas trop glorieuses de l'histoire européenne, où là, on voulait faire des races supérieures, on va dire le summum de l'humanité. Donc avec une idéologie, évidemment, très nauséabonde. Et donc, le peu de fois où j'ai parlé d'eugénisme hygiéniste, ça faisait un peu bondir. Pour être tout à fait clair sur l'inspiration, j'étais à Nature et Vie chez Désiré Mérien, je crois que c'était c'était en 2014, et je suis tombé dans sa bibliothèque sur un livre qui s'appelle L'eugénisme homéopathique. Et en fait, c'était un homéopathe des années 70 qui préconisait des remèdes homéopathiques pour la maman, pendant qu'elle était enceinte, et pour l'enfant quand il venait de naître, et pour exprimer le mieux possible le caractère génétique. Tu connais ? Ouais. Ouais. Et donc, je dis tiens, c'est pas mal, quoi. L'accroche du titre m'avait plu, donc c'était un petit livre, donc je l'avais retrouvé par la suite, pour voir, lui, son prisme de lecture. C'est pas tant l'homéopathie et les remèdes qui m'intéressaient, c'était plutôt, philosophiquement, qu'est-ce qu'il allait chercher, lui ? Et je me suis dit, tiens, c'est ce que cherche à faire l'hygiénisme. L'hygiénisme sert à faire exprimer, de la meilleure façon qui soit, le caractère épigénétique de l'individu. Alors, vous avez la génétique d'un côté, ce qui est acquis, ce qui est inné, ce qui est transmis par le père et la mère, ce qui fait qu'on se développe dans le giron de la mère, dans la matrice. Et ça on est sur la génétique. Enfin, déjà dans la matrice, on commence à être un peu dans l'épigénétique parce qu'on a une influence de l'environnement. Donc l'épigénétique, c'est ce qui influence le développement génétique de manière externe, et non de manière innée, acquise par la synthèse de l'ADN. Et donc ça va être ce qu'on respire, ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on stresse, ce qu'on dort, etc., etc. Tous les facteurs naturels de santé. Donc l'enfant, suivant dans la qualité du liquide amniotique, suivant la qualité de stress de la mère, suivant le bruit, suivant la nourriture qui va lui arriver par le cordon, il va se développer de telle ou telle manière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on constate, j'avais eu l'occasion de rencontrer en consultation une dame qui faisait des amniosynthèses, et puis aussi qui faisait des prélèvements de liquide amniotique quand on n'était pas certain de certains états pathologiques de l'enfant. Elle avait constaté une diminution du pH, donc une acidification. Donc évidemment, les tissus ne se développent pas de la même façon. Et puis selon qu'on mange des OGM, selon qu'on fume, selon qu'on boit de l'alcool, on sait que ça a un effet. D'où le fait que beaucoup d'enfants naissent aujourd'hui prématurés, avec des malformations, et des troubles autistiques, etc., etc., etc. Et donc, l'idée d'eugénisme, c'est quoi ? C'est pas de faire une race supérieure, c'est pas d'éradiquer des individus de la surface de la planète, c'est pas ça. C'est plutôt de rendre le plus apte, fonctionnel et qualitatif possible la qualité innée de notre génétique, voire même d'influer dessus. Et là, ça fera l'objet d'une autre causerie que j'ai en tête, là, sur la notion de non-curabilité de certaines maladies. Et donc, qu'on dit, un enfant, il est asthmatique, il est eczémateux, je sais pas, il a des problèmes de vue, etc. On se rend compte qu'en modifiant l'influence dans son environnement, on sort du fatalisme et du déterminisme. Donc c'est ça que j'appelle, moi, l'eugénisme. C'est potentialiser de la meilleure façon qui soit l'expression de notre génétique. Ça commence où ? Ça commence bien avant notre naissance, évidemment. C'est en amont. L'eugénisme, je le conçois au moment où il y a volonté de concevoir l'enfant, si volonté il y a. C'est-à-dire que la génitrice, pour parler un langage
très formel, hein, ce qu'on disait ce matin, quelque chose de très animal pour qu'il soit déconnoté, justement, au maximum. Et le géniteur, eh bien, ils vont s'accoupler à un moment donné par différents processus d'identification. Alors on sait aujourd'hui que c'est assez olfactif, qu'on on reconnaît son partenaire essentiellement par des jeux hormonaux. C'est comme ça. Et donc, il faut accepter cette part d'animalité. On y va là-dessus. Donc, et il faut faire perdurer la race, il faut la perpétuer. Eh bien, il y a accouplement. Mais avant cet accouplement-là, eh bien, la réflexion, ça serait de se dire, qu'est-ce que nous allons transmettre dans la vie pour faire perpétuer cette race humaine? L'enfant ne pourra pas être en meilleure santé que ses parents. Ça peut être possiblement la meilleure expression. C'est pour ça que des fois, quand on me dit, petite parenthèse, ah ben regarde, lui il a 90 ans, t'as vu comme il boit, il fume, et puis il est encore là. Et je dis oui, mais regarde ses enfants et regarde ses petits-enfants. Ils ne sont pas dans cet état-là. Qu'est-ce qu'on lègue dans notre code génétique? On hérite et on lègue. On hérite et on lègue. Et donc, c'est de préparer les organismes à être le plus efficient possible. Aujourd'hui, avec le nombre grandissant de problèmes de fertilité, pour rappel quelques chiffres, la concentration en spermatozoïdes chez l'homme a divisé par 2 sur les 12 dernières années, donc c'est énorme, hein, divisé par 2. La qualité a drastiquement baissé, sont moins mobiles, vivent moins longtemps. La qualité des ovocytes féminins a drastiquement diminué aussi. Et puis, ben, on considère aujourd'hui qu'il commence à y avoir des problèmes de fertilité au bout de 6 mois de tentative. Alors, 6 mois de tentative, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, bon, je ne suis pas spécialiste, mais on est fertile 3-5 jours par mois, grosso modo. Un peu plus, un peu moins, à peu près, voilà. 3-5 jours par mois. Donc on multiplie par 6 mois. Ça veut dire qu'on a fait 25-30 tentatives. Au bout de 25-30 tentatives, où le géniteur a tenté de prendre la femelle, eh bien, il y a, vous allez comprendre pourquoi j'utilise cette image-là, eh bien, on se dit, bah, peut-être qu'il y a un problème. Or, moi, je sais que je viens du monde paysan, de la ferme, et j'ai toujours vu, bah, tiens, quand il y en a un qui voulait un chien de chasse, il dit, bah, tu me diras, quand ta chienne est en chaleur, je lui amènerai mon mâle. Bon, ça se faisait, et moi, mon oncle qui élève des vaches charolaises, il disait, bah, là, c'est le moment, parce qu'il ne faisait pas de fécondation in vitro, hein, et il ne le fait encore pas, il disait, bah, j'amène le taureau à la vache. Et j'ai toujours fait comme ça, donc nous, quand on était gamin, on regardait, on rigolait, et puis on voyait la nature s'exprimer, et c'était intéressant. Et ben, ça marchait. C'est-à-dire que le taureau faisait son affaire, le chien faisait son affaire, et on attendait quelques mois, et apparaissaient des petits chiots, une portée, et un veau dans la génisse. Dans la matrice de la génisse. Et donc, il y avait peu d'échecs. On ne s'y reprenait pas à 30 fois. C'est ça que je veux dire. Et donc, nous, il faut qu'on commence. 30 fois, c'est beaucoup, hein, 30 tentatives. Et on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'on soit si éloigné de la facilité de perpétuer la vie? Eh bien, c'est le caractère épigénétique de notre condition. C'est-à-dire tout ce que j'ai nommé. Le stress, la pollution, la malnutrition, la sédentarité, les parties sexuelles, hommes ou femmes, surchauffées, donc qui rendent stériles. Vous avez, petite parenthèse, vous avez maintenant des contraceptifs masculins où c'est des boxers qui réchauffent les testicules en les remontant. Ça réchauffe la température corporelle, et puis du coup, enfin bref. Donc on le voit, c'est une preuve. Alors la mode des boxers et tout, ça fait un beau paquet bien présenté, mais ça a un effet. Et tout a un effet. Et donc tous les facteurs, les pollutions électromagnétiques, etc., les hormones, les perturbateurs endocriniens, tout ça fait qu'on a une fertilité moindre. Et c'est ce qu'on constate. Donc il y a un recours grandissant au phénomène de fécondation in vitro. Et dans ces fécondations in vitro-là, on va avoir plusieurs embryons possibles, et on va choisir. On parlait de ce matin. Donc là c'est de l'eugénisme. Là, c'est du vrai eugénisme. Ce que je propose, moi, comme lecture, c'est l'eugénisme hygiéniste, c'est-à-dire, au moment de cette réflexion de conception, si on considère qu'on a un environnement qui est sanitairement pas sain,
et qui n'est pas propice à nous rendre fertiles, et c'est pas la responsabilité uniquement de la femme, mais vous aurez compris que j'inclus l'homme à 50% dans l'histoire, eh bien on se prépare avant la conception. Et donc on va repenser sa nutrition, on va repenser son hygiène de vie, on va repenser son lieu de vie, on va repenser la gestion de ses émotions, son travail, le lieu d'expression, notre activité physique, notre sommeil, notre repos, etc., etc. Et on va remonter la capacité à exprimer du mieux possible notre système immunitaire et notre génétique, et au moment de la conception, il y a toutes les chances que ça passe. Là, vous avez vu le film intéressant, Le Jaune à la croisée des chemins, dans lequel il y a 2 témoignages de personnes qui n'arrivaient pas à concevoir qu'on jeûnait, et il y a eu grossesse. Derrière, c'est pas un miracle. C'est pas du tout un miracle. C'est est-ce que les conditions sont réunies pour que la vie se perpétue. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que j'ai employé des terminologies très animales pour qu'on revienne à quelque chose de très basique. Bien sûr que pendant la préparation à la conception, on va aussi s'offrir un temps de réflexion sur ce qu'être père, sur ce qu'être mère, sur ce qu'est transmettre la vie et l'accueillir. Il y a aussi les 9 mois de grossesse pour ça. Et évidemment, le continuum des 9 mois de la grossesse, le continuum d'ailleurs, c'est un super livre sur la grossesse, eh bien ça donne 9 mois à la maman pour exprimer sa génétique. Et tous les symptômes de début de grossesse, c'est quoi ? Ben, c'est de la détox. Les vomissements, les diarrhées, la perte d'appétit, les nausées, les irritations. Mais le corps, lui, veut transmettre le meilleur sang possible à travers le cordon pour le fœtus. S'il est trop chargé en toxines, eh bien on détoxifie et on a des symptômes de détoxination. Et c'est pas une femme enceinte qui a de la chance par rapport à une autre qui n'a pas de symptômes, c'est pas une femme qui arrive à tomber enceinte qui a plus de chance par rapport à celle qui n'arrive pas à tomber enceinte, c'est quel est le contexte ? Quel est le terrain ? Est-ce qu'il est favorable ou pas ? Et évidemment, pour exprimer la vie, c'est toujours mieux d'avoir un sol fertile qu'un sol inerte. Alors évidemment, quand on aborde ces notions-là, ça fait mal, parce c'est très sensible, c'est très émotionnel, c'est très à fleur de peau, on est dans le sacré, puisqu'on est dans la vie. Mais en même temps, ce qu'on nous propose aujourd'hui, moi je trouve, c'est un point de vue personnel, que c'est absolument horrible. C'est-à-dire c'est le seul sujet pour lequel j'ai bloqué ma réflexion volontairement, parce qu'il y avait un bug dans mon cerveau, c'est la GPA, la gestation pour autrui. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde, de manière très concrète, où il est possible de sélectionner des ovocytes d'étudiantes californiennes de bon pédigré, race blanche et blonde, de les acheter, de mettre son sperme, et puis de dire, bah tiens, je veux la matrice de cette jeune roumaine de 20 ans, et puis on va importer ces petits ovocytes, on va faire une fécondation in vitro, et on va implanter l'embryon. Ça, c'est du marchandage d'humains, et ça c'est de l'eugénisme dégueulasse, absolument dégueulasse, qui va être remboursé par la sécurité sociale. Et bien moi, je préférerais que nous remboursions les stages hygiénistes, des stages d'encadrement pour apprendre l'hygiène de vie, plutôt que ces choses-là, qui me semblent le point final de notre humanité. C'est-à-dire, nous achetons, nous monnayons du vivant parce que nous n'arrivons plus à le reproduire dans des conditions naturelles. Donc c'est l'extension totale de la société de consommation où on achète la vie. Alors avec des sentiments, parce que évidemment, derrière la frustration, la douleur de ne pas pouvoir concevoir d'enfants lorsqu'on s'aime, ça peut être extrêmement violent, mais le débat, c'est pas de le mettre sur un sujet de sentiment ou d'émotion, c'est de le mettre sur une réalité physiologique plutôt que de s'attarder sur la problématique, la conséquence, essayons d'en déterminer déjà la cause. Et probablement que la cause, de la même façon qu'on est, je dirais, toujours en effusion lorsqu'il s'agit de cancer, eh bien, interdisons ce qui développe le cancer et dont on le sait. C'est attardons-nous aux causes. Et donc dans cette vision de dire eugénisme hygiéniste, c'est justement de proposer une solution et d'avoir une réponse à ce qui me semble être une hérésie humanitaire totale, sur lequel il n'y a pas eu de communauté d'éthique, sur lequel il n'y a pas eu de débat public, et ça, je trouve que ça impacte
le devenir de l'humanité. Alors, évidemment, toutes ces notions-là, elles sont à manipuler avec précaution parce que on a tous des histoires personnelles différentes, on a tous des gens autour de nous qui peuvent vivre des choses, mais on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion-là, de se poser les bonnes questions, si douloureuses soient-elles, parce que si on les évite, on va dire, les lois passent, et ça va s'imposer comme une norme, et ça ne règle pas le problème de dire qu'il y a un délabrement sanitaire collectif assez généralisé dans le monde occidental moderne, et donc il me semble que l'hygiénisme et la naturopathie orthodoxe représentent une solution prête à l'emploi, accessible à tous, gratuite, et qui semble logique, cohérente, de bon sens et validée scientifiquement. Derrière le fait de vouloir optimiser notre capital génétique, c'est pas de créer un surhomme, c'est simplement de rendre possible le développement d'un humain qui soit joyeux, fonctionnel, qui puisse développer, accompagner la vie de la meilleure façon, et qui puisse éviter de se poser des questions et inventer des méthodes très douteuses, parce que, par exemple, les banques du sperme aujourd'hui refusent le don de sperme de personnes rousses, puisqu'elles ne sont pas demandées. Et on commence à sélectionner des enfants sur catalogue. Et ça c'est du vrai eugénisme, tel qu'il y a 70 ans, on en parlait. Et c'est pour ça que quand je parlais des étudiantes californiennes blondes et à QI élevé de bonnes universités, pour qu'elles payent les études, c'est pour ça qu'elles vendent les ovocytes, c'est ce qui se produit. Et donc, moi je trouve que c'est aussi le symptôme d'une société gravement malade, si ce n'est très névrotique, de rendre ça possible. C'est un symptôme. Eh bien, plutôt que de faire des concours de loi pour de légiférer, faisons en sorte que ces questions-là se posent, si ce n'est pas du tout, au moins le moins possible. Responsabilisons-nous sur le fait de dire que un enfant, c'est le produit de l'union de deux systèmes vivants, et puis parlons-en autour de nous des possibilités, on va dire, je vous répète, il n'y a pas de miracle, et le nombre de personnes qui changent leur hygiène de vie et qui arrivent à développer la vie, il y en a des centaines et des centaines, si ce n'est des milliers. Donc le but, là, de parler de l'hygiénisme sous un caractère eugéniste, c'est vraiment ça, c'est d'œuvrer en direction de la vie, et pas sous des contraintes qui sont, pour moi, au moins socialement, et je dirais presque spirituellement mortifères.